Bonjour Camille Adam, merci de nous consacrer le temps nécessaire à répondre à quelques éclaircissements par rapport notamment au film que nous avons lu avec intérêt. Première question, du barreau à l'image. Qu'est-ce qui a provoqué chez l'avocat que vous étiez ce déclic pour quitter le confort du système judiciaire et devenir un journaliste cinéaste indépendant, capable de produire un documentaire aussi dense que Au nom de l'Europe? Merci déjà pour votre invitation. Moi, j'ai toujours une passion pour, on va dire, la politique, mais aussi pour le cinéma et le documentaire, et qui malheureusement était incompatible jusqu'à un certain terme avec ma profession d'avocat. Moi, je suis passionné par le droit, j'aime vraiment le droit, c'est l'exercice intellectuel, mais à partir d'un certain nombre d'années, c'était devenu intenable parce que je voulais, compte tenu des événements, du pays qui s'effondre, de la baisse du niveau de vie, je me sentais absolument inutile dans ce que je faisais. Parce que moi, j'étais pas avocat au contentieux, hein. Je faisais du avocat conseil. Donc c'est plutôt le confort, non pas du système judiciaire, mais confort des cabinets d'avocats. Et effectivement, j'étais bien payé. Et, euh, et ça me paraissait intenable en termes d'utilité sociale que de rester avocat comme ça. Et je me disais que j'avais peut-être plus d'intérêt en termes d'analyse si je devenais journaliste, si je faisais du documentaire et peut-être de la fiction plus tard. Et donc, en arrêtant la profession, je me suis lancé dans le projet du film Au nom de l'Europe. Pourquoi Au nom de l'Europe? Parce que c'était le sujet que je maîtrisais le mieux. C'était l'Union européenne et sur lequel je suis le plus investi intellectuellement, puisque c'est presque un rapport obsessionnel à cette question. Parce qu'une fois qu'on découvre la question européenne, qu'on découvre son importance dans notre vie politique et économique, quand on découvre à quel point elle est centrale et à quel point on n'en parle pas, bah, ça devient un peu obsessionnel. On cherche à comprendre pourquoi on n'en parle pas. Et, euh, et c'est ça qui m'a poussé à faire le film. C'est pour donner des clés de lecture sur notre vie politique, notre vie économique à nos concitoyens. D'accord, merci. Je me permets d'enclencher sur la deuxième question. L'engrenage européen. Vous ouvrez votre film sur la méthode de l'engrenage de Jacques Delors. Selon vos enquêtes, comment cette mécanique a-t-elle fini par grignoter nos souverainetés nationales et populaires au profit d'un fonctionnement opaque et bureaucratique à Bruxelles? Et quand cet engrenage a commencé? Et cet engrenage, il a été théorisé. C'est pas la méthode de l'or, hein, même si elle est présentée comme telle dans l'introduction du film c'est Alain Duhamel qui parle au début. Et elle a été théorisée dès les années 50. Alors à qui, je ne sais plus qui l'a, est-ce que c'est Jean Monnet? Ce qui est sûr, c'est que Jean Monnet se l'était approprié. Je ne sais pas s'il y avait d'autres théoriciens dans les pères fondateurs de l'Europe. En tout cas, c'est quelque chose qui remonte aux années 50. C'est qu'on avait conscience que les populations n'accepteraient pas des transferts de souveraineté si on leur demandait leur avis, ni même les parlements en vérité. Parce que ouais, à l'époque, en tout cas, on est dans une période de reconstruction un peu partout en Europe. Bon, les Allemands ne comptent pas vraiment puisqu'ils sont déjà plus souverains, ils sont occupés par l'URSS et les États-Unis. Mais on se préoccupe quand même des opinions publiques européennes et on sait que ça ne passera pas. Et donc il y a l'idée de faire progresser l'Europe de manière très progressive. On appelle ça aussi par la politique des petits pas. C'est-à-dire on européanise un secteur. Donc on a commencé par le charbon et l'acier. Puis après on se dit qu'on va faire l'atome. Et puis après on va faire entre-temps on a ici l'armée européenne. Et l'idée c'est que un transfert de souveraineté en appelle un autre. Ce qui est mécaniquement vrai, ou plutôt à partir d'un certain nombre de transferts de souveraineté dans des domaines essentiels, ça devient vrai. Pour moi, l'engrenage devient une réalité avec Maastricht. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transférez la souveraineté monétaire, vous êtes effectivement à terme obligé de transférer la souveraineté économique. Parce que la centralisation de la décision monétaire, mécaniquement, crée des divergences dans les États. Et ces divergences ne peuvent être évitées ou réparées qu'en réintroduisant de la coordination. Et s'il faut de la coordination entre États membres, bah, il faut un coordinateur. Et donc, il faut un coordinateur qui est centralisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le semestre européen. On a aujourd'hui transféré
en grande partie, sans que personne en ait eu vraiment conscience, la souveraineté économique. Donc il y a eu un engrenage absolument réel avec, Maastricht, mais aussi avec la liberté de circulation des capitaux, parce qu'à partir du moment où les capitaux peuvent circuler librement, ne sont plus contrôlés, ne sont plus soumis à autorisation ou à déclaration, ça veut dire que vous pouvez mettre votre argent dans un paradis fiscal, européen, que vous pouvez spéculer librement, que vous pouvez racheter des entreprises de vos voisins librement et une fois qu'on libère entre guillemets «les forces de l'argent», il est très difficile, comme un mauvais génie, de les faire re-rentrer dans la lampe. C'est-à-dire que maintenant que les capitaux, les forces spéculatives sont libérées, bah, maintenant on peut plus, c'est très compliqué de les renationaliser, de les réenfermer heu, dans un échelon national et aujourd'hui, effectivement, la finance s'est internationalisée et demain quelqu'un qui arrive au pouvoir avec la ferme intention de contrôler la finance, ne pourrait pas le faire, par la signature d'un simple décret ou d'une loi. C'est un travail, peut-être pas d'une génération, mais un travail, et un rapport de force acharné pendant plusieurs années. Donc l'engrenage, je pense qu'on sera amené à en reparler sur les implications, plus directes sur notre souveraineté, mais effectivement a été autorisé il y a longtemps, a été extrêmement efficace pour opérer des transferts de souveraineté, de manière furtive, c'est-à-dire sans l'avis des populations et parfois sans l'avis des parlements. Ça s'est fait encore une fois de manière très invisible, soit par des juges, soit par des traités présentés comme techniques et en tout cas, de manière efficace puisque quand on regarde dans le rétroviseur, il n'y a il ne reste plus grand chose de souveraineté sur le plan, économique au sens large. D'accord, merci pour cette, oui, donc c'est un phénomène, rampant qu'on n'a pas vu venir pour beaucoup, hein. Le troisième questionnement, s'il vous plaît, l'état profond et les sages. Au-delà de l'UE, votre travail pointe du doigt une chape intérieure, notamment le Conseil constitutionnel. Pourquoi considérez-vous aujourd'hui que la loi est une chose trop grave pour être confiée aux seuls juristes? Et quels sont vos arguments pour dénoncer leur, rôle actuel? Ajoutons que, selon nous, le Conseil d'État semble aussi avoir raison des processus démocratiques nationaux. Êtes-vous d'accord avec cela, s'il vous plaît? Les juges, on a confié aux juges nationaux, et européens le soin de faire le sale boulot que les politiques, n'osaient pas faire. Je vais te donner un exemple très concret. Pendant des années, la Cour de justice européenne, qui est à Luxembourg, a tenté d'imposer à partir de 1963 et 64 le concept de primauté du droit européen. C'est-à-dire que le droit européen serait supérieur au droit national. C'est un concept qui, dans les années 60, au regard du droit international, n'allait absolument pas de soi, en tout cas pas dans sa conception européenne, c'est-à-dire, qui pouvait primer même des lois, c'est un peu technique, c'est du droit, mais je suis obligé d'en parler, qui pouvait primer même des lois postérieures. C'est-à-dire que, on a toujours considéré en droit international que, effectivement, un traité prime les lois, mais que si ensuite une loi postérieure à ce traité est adoptée, elle a le droit d'être contraire à ce traité. Parce qu'on considère que le souverain étant le parlement, le souverain ultime étant le parlement, il a le droit de dire: «Bah, écoutez, le traité international, il a vécu et maintenant je fais une loi qui m'en libère». Le droit européen, dans ses décisions de 63, avait comme innovation de dire: «Beh non, le droit européen prime toutes les lois, qu'elles soient antérieures ou postérieures, au traité, en l'occurrence au traité de Rome». Et donc ce que les gens ne savent pas, c'est que, cette décision, en vérité, elle a été, largement ignorée par les juridictions nationales au niveau européen. C'est-à-dire que les Allemands ont dit: «Bah non, c'est pas comme ça que ça marche». Les Italiens ont dit: «Bah non, c'est pas comme ça que ça marche». Et dans le cas français, la cour de, cassation et surtout le Conseil d'État ont dit: «Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça le droit international». Et donc il y a eu une résistance, c'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années en France, le droit européen ne primait pas le droit national. Donc contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui quand on nous dit que c'est une évidence, de tout temps, le droit européen prime le droit national, non. Nos juridictions étaient contre et archi contre. C'est-à-dire qu'en plus, quand on est en fac de droit, on étudie, hein, les grands arrêts du Conseil d'État, qui se sont opposés. Il y en a un de 68 qui est très connu, mais il y en a eu d'autres par la suite, hein, ça a été une jurisprudence constante, qui se sont opposés à la primauté
du droit européen, sa supériorité sur le droit national. Heu, mais il y a eu un premier craquement, je vais pas rentrer dans les détails, mais en 75 où c'est la Cour de cassation qui a reconnu cette supériorité et quelques années après, il y avait une pression sur le Conseil d'État pour qu'il cède, parce que c'est véritablement lui qui imprime la doctrine juridique du pays. L'Assemblée nationale, a tenté d'interdire cette jurisprudence de la Cour de cassation en disant: «Non, non, non, nous refusons, que le droit européen prime le droit national». Mais ça a été voté à l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas suivi, parce que le Sénat est très européiste depuis toujours. Ça n'a pas suivi et finalement en 89, ça pareil, c'est un arrêt que tous les étudiants en droit connaissent, qui sera un peu au cœur de mon prochain documentaire. C'est un arrêt du Conseil d'État qui s'appelle Niccolo, je crois d'octobre 89 et qui reconnaît pour la première fois, que le droit européen est supérieur au droit national dans ses lois antérieures et postérieures et ça change tout puisque ça permet c'est la brique juridique, c'est la brique constitutionnelle qui permet à toutes les autres, qui permet à l'édifice européen de se construire sur des bases solides. C'est-à-dire, c'est la garantie qu'on ne touchera plus aux directives, qu'on ne touchera pas au règlement, que rien ne sera jamais perturbé par les parlements nationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces décisions qui étaient présentées un peu comme techniques à l'époque, tous les politiques en personne immédiatement à la portée. On a Michel Rocard qui est Premier ministre, qui écrit, au président du Conseil d'État pour le féliciter de cette décision de modernité. On a, je sais qu'il y a eu une bataille épique au Conseil d'État sur cette décision, donc c'était tout le monde au Conseil d'État avait conscience de la portée politique, de cela et ce qui était intéressant, c'est que ça s'est fait par le droit, heu, par des juges, mais en fait, le politique était tout à fait pour, puisque comme je vous dis, Michel Rocard, le pouvoir socialiste a félicité le pouvoir juridique d'avoir fait ça et donc pour moi, c'est que ils n'ont pas, il y avait une majorité dans les têtes au niveau de nos partis, c'est-à-dire, parti socialiste pour faire cette Europe-là, malheureusement. Ils savaient que ça ne passait pas au niveau du parlement avec le RPR et cetera et donc il fallait, c'est les juges à qui on a laissé le soin de faire construire l'Europe en catimini, mais si les juges ne l'avaient pas fait et ils n'auraient pas dû le faire, les ju nos parlements auraient dû avancer enfin nos dirigeants au parlement exécutif, enfin ceux qui dirigent le pays, n'auraient pas pu avancer de manière masquée et auraient dû faire une loi ou inscrire dans la constitution que oui, effectivement, le droit européen prime sur le droit national et ça, ils n'ont pas eu à le faire. Ça s'est fait dans des cours, de justice, donc seuls les étudiants en droit sont vraiment au courant et ça leur a permis, encore une fois, de faire avancer l'Europe sans référendum parce que cette décision, Nicolo, c'est un bouleversement de notre constitution. Ça change tout et donc c'est comme si on avait eu un changement de constitution par le Conseil d'État. Donc ce qui aurait dû justifier une révision constitutionnelle, qui aurait dû justifier un référendum, parce que dire qu'un droit prime nos lois, un droit, extérieur et ça c'est typiquement, de l'ordre du consentement du peuple et donc on a laissé aux juges, faire ce boulot, mais il faut bien se dire que les juges n'ont pu le faire qu'avec le consentement de nos dirigeants. Parce que sinon, en vrai, cette jurisprudence, elle peut être annulée demain dans la nuit, si on fait passer une révision de la constitution ou donc c'est bien parce que nos dirigeants le voulaient que les juges, on peut le faire. Donc je veux pas exagérer le rôle des juges. Si les juges agissent ainsi, c'est parce qu'on les laisse faire. Il y a jamais eu là quand il y a la décision de 89, c'est vraiment parce que, ça arrangeait vraiment tout le monde, et qu'il était temps, qu'il y avait une pression sur le Conseil d'État et cetera. Je pourrais vraiment développer parce que ça, j'ai vraiment beaucoup étudié cette décision et comment elle a été rendue, les coulisses et cetera. Mais donc sur le rôle des juges, oui, effectivement, on laisse aux juges le soin de décider de changements constitutionnels majeurs. Il y a eu évidemment d'autres décisions, notamment du Conseil constitutionnel qui sont de l'ordre de révision constitutionnelle sans consentement du peuple. Mais encore une fois, c'est parce qu'on les laisse faire. Donc c'est la nuance que j'apporterais à un certain discours, même c'est un peu la conclusion, enfin la conclusion de mon prochain film, hein, c'est que, par le gouvernement des juges, peut-être ils ont effectivement un rôle très important aujourd'hui, mais parce qu'on leur laisse. Parce que le politique ne veut pas assumer cette construction européenne, heu et ça, je pense que c'est une nuance très, très importante à avoir pour la suite.
C'est vrai que ceci c'est toute réforme dite du gouvernement des juges obligera en tout cas le politique à ne plus avancer masqué et à assumer, tout l'édifice qui a été construit, par sa passivité, complice. Oui, oui. En clair, le politique, comment dirais-je, a abandonné ses prérogatives de manière soit idéologique, soit inconsciente en fait, hein, en clair. Les 2 puisque moi quand je pose la question, notamment à ceux qui étaient au Conseil d'État, à cette époque-là, heu, ils reconnaissent pour la plupart qu'ils n'ont pas mesuré les implications de cette décision. Enfin les implications pratiques. Hem, je me fais l'avocat du diable, c'est quand même important de se remettre dans le contexte. On est en 89, il y a pas le traité de Maastricht, il y a pas eu l'élargissement, on est à 12, il y a encore l'URSS. C'est presque entendable, c'est-à-dire que de se dire: «On va faire une Europe intégrée à 12, avec une grosse harmonisation de ce qui allait devenir le marché unique par des directives entre démocraties occidentales». J'entends, j'aurais certainement pas été pour, mais je comprends le caractère, séducteur et pas forcément aberrant dans une Europe qui n'est qu'à 12 encore une fois. Là où cette décision, Nicolo ou enfin, en tout cas, la primauté du droit européen devient absolument dramatique, c'est quand on est dans une Europe à 27, 30, qu'il y a l'euro, qu'il y a tous ces trucs-là. Là, ça devient, une abomination. Mais à 12, ça pouvait s'entendre. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus décontextualiser. Mais Oui, il aurait fallu, c'est ça le drame, c'est que c'est là où nous mais je pense que là, c'est vraiment, de la bêtise plus qu'autre chose, et la logique de l'engrenage. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des étapes tellement elles sont petites, tellement elles apparaissent techniques. Il aurait fallu qu'il y ait eu Déjà, il aurait pas fallu qu'il y ait d'élargissement, premièrement, et puis il aurait fallu mettre des nouveaux garde-fous à la primauté du droit européen, au fur et à mesure que, l'Europe s'agrandissait, que son centre de gravité se déplaçait et qu'il désolé, il y a un chat, et au fur et à mesure que l'Europe se technocratisait. Mais ceci dit, il y a eu des tentatives absolument nullissimes du Conseil constitutionnel de mettre des garde-fous avec, des concepts tels que l'identité constitutionnelle du pays qui devait, être un garde-fou aux dérives, de l'Union européenne. C'était de la com parce que ça n'a jamais été utilisé. C'est-à-dire que juridiquement, on a les outils juridiques pour s'opposer à, plus d'Union européenne, mais encore une fois, on ne s'en sert pas. Donc c'est bien la preuve que et la haute administration française et les fonctionnaires français ne veulent absolument pas, les politiques français ne veulent pas s'en servir. Donc on est toujours pour moi dans ces registres d'engrenage/passivité et aujourd'hui les dirigeants, je pense, sont là très largement dépassés par les événements et nous l'engrenage, ils en ont perdu le contrôle, hem, on ne contrôle plus rien. Ils sont tétanisés à l'idée de remettre en cause ne serait-ce que 1 de l'édifice européen et donc non, je pense qu'on a une élite qui aujourd'hui est largement dépassée par les événements, oui, oui. ouais. Pourtant, il y a eu un brillant lanceur d'alerte, en mai 92 avec le discours de Philippe Séguin, hein, mais qui n'a pas Bah été oui. écouté, par le Parlement Non. et notamment par, ses amis politiques. Bah, tout le monde a c'est le péché originel du pays, c'est-à-dire que le RPR, était très divisé sur le sujet, mais ils ont voté oui par, strict opportunisme, politique en vue des élections de 95 pour pas se couper avec des centristes. Le PS, alors là, c'est le grand sujet, c'est, comment le Parti socialiste a pu se laisser embarquer dans cette histoire, de manière aussi unanime à part, Chevènement. Oui, Bon, il y avait le PCF, mais c'était déjà résiduel. Mais c'est vrai que ce qui est hallucinant, c'est que, bah, quand même, enfin, il faut reconnaître, c'est un peu dramatique, mais le parlement a voté, le peuple français a voté parce qu'il y a eu un référendum, donc tout le monde a failli sur cette histoire. On a tous été intoxiqués, enfin, moi j'avais 1 an, mais mais tout le monde a été intoxiqué. Après au niveau du référendum, pour avoir vu les archives de la campagne de Maastricht, la campagne ne s'est pas faite sur l'euro, hein. Ça s'est fait sur, enfin il y a effectivement Seguin qui a été brillantissime et Chevènement et De Villiers qui ont été brillantissimes sur la défense sur la politisation
de la nature même du traité de Maastricht, qui était pas autre chose que l'euro ou la monnaie unique, parce qu'à l'époque, le nom euro n'existait pas. Mais le débat a globalement tourné autour de pour ou contre la paix. Et les gens qui ont voté oui, on a des sondages IFOP de l'époque, la principale raison du oui à Maastricht, c'était pour la paix. C'était pas du tout l'objet du traité. L'objet du traité, c'était la monnaie unique, en gros. Mais donc bon, il y a eu clairement une manipulation de masse pendant le référendum. Et la vraie question, mais là je crois que ça tient à la nullité de la classe politique, je vois pas trop d'autres explications, c'est pourquoi le Parlement a voté. Le Parlement, bah oui, il y a eu effectivement ce gain, heu, qui a été prophétique, mais malheureusement, on a péché par une élite trop intoxiquée par cette doctrine européiste, trop nulle sur le plan technique pour en comprendre, les implications. Et ça interroge pour la suite, c'est-à-dire que heu, si un jour on sort de l'Union européenne, si on sort de l'Union européenne, et qu'on rebâtit une nouvelle constitution, il faudra tenir compte du fait que, le parlement lui-même peut être faillible et il faudra rajouter à mon sens, heu d'autres, pas de contre-pouvoir, mais peut-être une assemblée citoyenne. Enfin, il faut qu'on multiplie les lieux délibératifs pour les décisions les plus irréversibles. Clairement, le parlement a failli à beaucoup trop de reprises et ne peut plus être l'alpha et l'oméga de la décision politique, quand bien même on sortirait de l'Union européenne. Ni l'exécutif d'ailleurs, évidemment, ni l'exécutif. L'exécutif doit évidemment être puissant, mais bah, ça c'est des réflexions pour une constituante, mais c'est quand même important parce que je suis vraiment abasourdi, moi, quand je retravaille sur la période de Maastricht, en regardant les débats parlementaires et cetera, heu, à quel point la question, de la monnaie et de ses implications n'a pas du tout été vue, quoi. On était dans c'était vraiment, c'était débat de sophistes, sur, oui, mais la souveraineté existe toujours parce qu'en réalité on est toujours souverain, c'est puis j'ai interrogé vraiment pas mal de gens de même du parti socialiste de cette époque-là qui c'est fumeux à chaque fois, c'est très fumeux de comprendre, on dirait qu'ils ont tous été hypnotisés et hypnotisés par la chose européenne parce que la chose européenne, j'ai l'impression que ça fait complètement dérailler le cerveau. On pose son esprit critique et donc c'est tout à l'honneur de ce gain, de Chevènement et de tous les nonistes. Mais c'est une période intrigante de l'histoire de France quand même d'avoir eu toute une élite d'un pays à l'unanimité prête à sacrifier les intérêts matériels du pays au nom d'une idée, d'une c d'une certaine idée. C'est vraiment fascinant et je pense que j'ai pas fini d'épuiser le sujet en termes de recherche, mais bon, en tout cas, ça c'est de l'histoire. Maintenant, on a hérité de ça et la question c'est comment on s'en défait. C'est vrai que c'est un vrai sujet d'analyse. Je passe à la quatrième interrogation, si vous permettez. Censure et omerta. Avez-vous eu des bâtons dans les roues lors du tournage de la réception de votre premier film au nom de l'Europe? Et quels sont les exemples les plus flagrants de gêne ou de censure que vous auriez rencontrés? Ensuite, quelles sont les 2 ou 3 informations gênantes qui expliquent ce silence médiatique autour de votre premier film? Alors bâton dans les roues pour tourner, pas du tout. Moi personne ne me connaissait, j'ai toujours présenté le sujet en toute transparence en disant, que je faisais un documentaire critique sur l'UE. Et puis les gens que j'ai approchés étaient des gens dont l'objet d'étude était pour la plupart l'Union européenne, donc ils étaient ravis de partager leurs travaux. Donc pour la production du film, non, le seul obstacle, véritable, c'est le coût des archivina dont je parle souvent, qui est absolument inadmissible. Heu, Ça c'est pas un complot, c'est leur tarification, voilà, mais qui est inadmissible pour des produits qui ne sont pas à buts commerciaux, qui ne sont pas diffusés à la télé, qui sont, purement des citoyens. Ça, c'est le vrai obstacle, c'est un obstacle matériel et financier. Maintenant sur le oui, après par contre sur la sortie, moi j'ai été surpris en mal, hein, de l'absence totale de alors bien sûr je venais de nulle part, on ne me connaît pas, heu, la chaîne YouTube sur laquelle le film, a été diffusé n'existait pas évidemment avant sa sortie. Évidemment je viens de nulle part, mais le film a fait quand même mine de rien pas mal de vues. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Alors après, je suis pas non plus trop surpris parce que
Les médias ne parlent pas d'Europe, ne veulent pas en parler parce que s'ils en parlent, ça va finir en drame, et en Frexit, dans la semaine. Donc, j'exagère évidemment, bien sûr que non, mais l'idée c'est que si on parle d'Europe, évidemment, ça sera difficilement en bien parce qu'il y a pas grand chose à défendre. Donc les médias, leur ligne de conduite est très claire, ça on n'en parle pas. Donc, c'est assez cohérent. Et je suis plus déçu par l'absence de alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai eu quelques invitations, je suis pas à plaindre, mais ça je me serais attendu à un peu plus de relais du film, ou un peu plus de relais plutôt de pas tant de relais, parce que le film a été beaucoup relayé, plutôt de discussions autour du film. Vous voyez? De débats ou dans des médias un peu plus installés, indépendants. Et il y en a pas eu tant que ça, voire plutôt très peu. Donc, je vais pas parler, c'est pas du tout de la censure, mais ça reste un peu un point d'interrogation. Et après, moi, à titre personnel, j'aurais voulu, on parlait du terrain tout à l'heure, entre nous, faire des projections débat du film. Alors bien sûr, le film fait 3 heures, mais j'avais monté une version de 1h30, sous le coude si besoin. Faire des projections débat, dans les communes. À mon avis, ça serait un bel outil de campagne, d'éducation populaire, de faire des projections débat. Le problème, c'est qu'il y a il y a aussi 2 remparts matériels à ça. C'est que les locations de salles, alors soit on connaît les gens sur place, ce qui est pas mon cas, soit il faut payer la location de la salle. Moi, j'ai pas d'argent pour ça, j'en ai vraiment pas. Et l'autre obstacle matériel, c'est que dans la théorie, enfin, qui est pas une si grosse théorie parce qu'ils sont chiants, ben, moi, j'ai que les droits pour l'Argelina, pour une diffusion web et une diffusion en salle, même une salle privée louée, j'ai demandé, hein, il faudrait que je paye 5 000 € de plus, que je n'ai pas, à l'INA pour, étendre la licence, et ça serait en plus pas pour plus de 5 ans. Donc c'est un obstacle matériel à la diffusion du film, c'est que si on veut respecter les droits d'auteur, et ce que je dis, j'y tiens parce que l'INA il a une politique quand même assez intraitable. J'ai pas envie que le film se fasse, comme on dit, striker et supprimer, de YouTube pour ça. Heu et ben, il y a l'obstacle matériel, de la location de salle, et des droits INA, et donc ça, à part si les gens organisent spontanément des projections débats, je sais que à ma connaissance, il y en a eu 3. J'en ai 3 dans le pays. Bah, peut-être 4 même, peut-être 4, mais ce qui est, évidemment dérisoire par rapport, à ce qu'il faudrait faire pour faire susciter du débat. Après, le film, il est toujours là, je pense qu'il est toujours d'actualité, il le restera malheureusement tant que l'Union européenne existera, et donc le film pourra de toute façon toujours servir, et si effectivement demain, la question européenne redevient de premier plan dans le pays pour une raison X ou Y, le film sera là, et peut-être que là, les gens pourront, entre guillemets, «se cotiser» pour, peut-être permettre la diffusion du film au niveau local. Moi, c'était un peu mon rêve avec ce film, c'est que le film puisse avoir des projections locales, au-delà de, au-delà de YouTube, pour avoir des débats autour. Hem, donc voilà ce que je peux dire. Oui, il y a eu un silence médiatique, on m'a pas mis de bâton dans les roues, mais c'est un peu le sort des souverainistes en général, c'est on invisibilise, on n'en parle pas, Mmh. et c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. Donc, j'ai eu Mmh. le même traitement que n'importe quelle, organisation ou personnalité souverainiste, c'est globalement on n'en parle pas, et c'est très, très efficace parce que du coup, si on n'en parle pas, bah, c'est dans l'esprit des gens, notre critique n'existe pas, et si elle n'existe pas, elle n'est pas légitime et n'est pas une grille de lecture, censément opérante, pour comprendre, l'actualité. Donc, virtuellement, dans la tête des Français, nous n'existons pas, et donc c'est très malin de la part de l'écosystème médiatique et politique, mais, bon, après c'est à nous, de jouer avec ça et de se battre pour qu'on puisse collectivement contourner ces héros. Et bon, dans le cas de mon film, il a fait 720 000 vues et quelques, c'est déjà pas mal, il faudrait que ce soit plus. Et donc la bataille n'est pas terminée. Oui. Donc vous mettez en quelque sorte, le doigt sur une inertie institutionnalisée finalement. Oui, bah, c'est oui, une inertie ou,
pas si c'est le bon terme, mais oui, en tout cas, il y a un système Oui, oui, tout à fait. organisé, heu, pour maintenir l'ordre établi. L'ordre établi étant la France, membre de l'Union européenne à part entière, heu, qui est amené à toujours plus d'intégration, une union toujours plus étroite et cet ordre établi ne doit pas, changer, ne pas doit pas être bouleversé et juridiquement, j'ai découvert l'autre jour que dans le code de la sécurité intérieure, figurait dans la liste des intérêts fondamentaux de la nation, les engagements européens, de la France. Donc c'est-à-dire que le pacte de stabilité, par exemple, budgétaire, l'austérité, fait partie des intérêts vitaux de la nation, fondamentaux de la nation et qui doivent être défendus à ce titre par, les agences de renseignement du pays. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a on considère que l'existence de la Commission européenne fait partie de l'intérêt vital de la France et devra être défendu, le cas échéant, par ses services de renseignement qui doivent protéger la Commission européenne, Oui, oui. en tout cas sur le plan juridique. Après sur le plan pratique, je ne sais pas ce qui se passe dans les services de renseignement, mais sur le plan juridique, ils ont un mandat clair qui figure dans la loi. Mmh. D'accord. On va passer à la 5e interrogation, si vous permettez. Stratégie de reconquête. Lancer un peu de prospective là. Pour vos prochains projets, mais quelle place donnez-vous aux solutions de rupture? Que l'article 11, je voterai l'article 3, hein, puisqu'il est question de, comment dirais-je, de revenir peut-être, pour ceux qui prônent cela, à l'esprit de la Constitution de 58, hein, donc l'article 11 et cetera, ou le Frexit, qui est une stratégie de rupture. Donc quel est votre point de vue? Et puis comptez-vous, utiliser vos films pour imposer ces sujets aux candidats des présidentielles 2027? Et réveiller ainsi la participation citoyenne? Attendez-vous que des associations et des privés s'en saisissent et fassent le travail de diffusion et d'information? Sur la première sous-question, sur les solutions de rupture, moi j'en attends rien, j'y crois pas du tout. Je crois pas qu'il se passera quoi que ce soit là-dessus, ça supposerait qu'on soit au pouvoir. Hem, sur, 2027, bah, je pense qu'on va rester sur la trajectoire actuelle, c'est-à-dire que globalement, moi tout seul je peux rien faire et ça sera pas plus d'actualité. Enfin, le sujet reste toujours d'actualité, l'Europe, l'austérité, l'inflation, mais pour autant je suis pas sûr que, heu, un lien, heu, un lien soit fait entre mon film et 2027, donc je pense pas qu'il y ait de le film ait plus de rôle à jouer que ça à ce stade ou dans la dynamique actuelle et effectivement, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a que par le bas, par le terrain, la capillarité, au niveau des associations, des organisations que, la chose pourrait progresser à ce stade dans la dynamique actuelle. Sauf à ce que vraiment, vraiment, l'Europe devienne un sujet de premier plan de l'agenda politique. Là, peut-être les choses seraient différentes. Mais là, dans l'état du débat, je j'attends strictement rien malheureusement, en termes de nouvelles dynamiques, soit autour du film, soit autour de même de la critique, des institutions. D'accord. Et dernier point que nous voulions évoquer avec vous, sur la diffusion, votre 1er reportage et celui à venir sont-ils ou ont-ils tourné dans un format qui permettrait leur diffusion, dans les salles de cinéma, alternatives ou des salles, sur des communes urbaines ou rurales, hein? C'est un point que nous avons, un petit peu, évoqué, tout à Oui. l'heure. Et vous déplaceriez-vous éventuellement, si les conditions matérielles étaient réunies, pour participer la à la promotion de vos reportages? Bah, sur la format et la durée, oui, aucun problème. Déjà le précédent, effectivement, je l'avais adapté, si besoin, en format, standard, c'est-à-dire 1h30. Le prochain sera aussi de 1h30. Hem, Ce sera totalement possible, mais malheureusement, il y aura l'obstacle, que j'ai mentionné plus tôt des coûts, Oui, oui. des droits INA, étendus aux salles de cinéma. Ça, c'est de l'argent en plus que je n'ai pas. Et après, il y a le coût de la location de salle, c'est aussi de l'argent que je n'ai pas. Et après, bon, le déplacement, ça c'est moins compliqué et c'est moins coûteux, mais il y a cet obstacle matériel à la diffusion du film en salle qui sont les droits que j'ai mentionnés. Donc c'est ça le véritable obstacle, donc il faudrait que je me renseigne s'il y a des salles qui n'ont pas besoin d'être louées de manière,
payante, mais bon, ça, à mon avis, c'est plutôt quand on connaît les gens, je pense pas que ce soit institutionnalisé. À part peut-être des salles des fêtes, non, même les salles des fêtes de mairie, faut les payer. Donc, voilà, c'est les mêmes obstacles que pour le précédent. Donc, pour l'instant, il y aura une diffusion web, et puis gratuite, évidemment. Mais après, pour la salle de cinéma, évidemment, ça serait l'outil le plus puissant pour faire du débat citoyen. Mais il y a ces obstacles très sérieux et non négligeables à une diffusion sur le terrain, quoi. Et pourtant, effectivement, ça serait, à mon avis, un outil puissant du débat par le bas, quoi. Ouais, d'accord. Mais il n'est pas interdit de penser, enfin, ça fait écho à la discussion que nous avons eue en préalable, hein. Il n'est pas interdit de penser que, euh, après sensibilisation de public, voire de conseils municipaux locaux, la diffusion soit facilitée, hein, sur le plan matériel et au niveau des coûts, hein. C'est quelque chose qui est envisageable, hein. Oh non, mais Je parle de cause là. Mais donc, ah, mais le travail préalable, c'est d'annoncer la couleur en disant voilà le thème qui va être développé, hein, pour derrière organiser un débat. oui, bah, de toute façon, il y a pas, il y a, là, moi, les premiers thèmes, l'Europe, deuxième thème, le rôle des juges et du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui ont des pouvoirs exorbitants à annuler nos lois, annuler nos élections, annuler nos référendums. Un petit groupe d'hommes et de femmes qu'on ne connaît pas. Et donc, ça, c'est des sujets d'intérêt général, mais et qui méritent des débats publics. Mais c'est vrai que moi, à ma petite échelle, je peux pas contacter ne serait-ce qu'une commune. Ça, à mon échelle, ça c'est trop de temps que je n'ai pas et que je dois consacrer à ce qui me ramène immédiatement des ressources financières. D'accord, merci pour ces réponses. Bah, merci à vous.